3 poètes, une seule anthologie, 30 auteurs belges, belgis auteurs, 15 néerlandophones, 15 francophones. C'est une production de l'Arbre à Parole et Maelstrom, voilà. Bonne compagnie. Et 3 poètes qui vont nous lire, je crois, des extraits, c'est ça de cette anthologie. Je vous propose que vous vous présentiez chacun. Je commence. Merci. Donc voilà, moi c'est Véronique Den. Je vais vous lire un extrait, enfin je vais vous lire le texte qui est dans l'anthologie et qui est extrait d'un recueil qui s'intitule Extraction de la peur et qui est à paraître au printemps. Goeiedag. Oui, je suis flamand, donc je viens d'Anvers, je suis Micha van der Bril. Alors je suis un des 15 poètes néerlandophones. Et la maison d'édition néerlandophone était Poëzie Centrum de Gand. Donc c'est une collaboration entre 2 maisons de poésie. Voilà. Des langues principales de ce pays-ci. Et je pense que c'est un peu à cause d'Antoine. C'est parce que Antoine a organisé il y a pas si longtemps une soirée Le Pauvre Belge et invité à Passaporta des poètes néerlandophones et francophones. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup entendu des poètes francophones, mais aussi j'ai demandé beaucoup de poètes alors francophones à Anvers, à un festival, Felix Poetry Festival. Et je pense ce anthologie est une des beaucoup d'initiatives, une collaboration entre les 2 communautés. Et je pense que c'est important aussi pour la poésie. Je m'appelle Antoine Bout et donc j'ai écrit quelque chose. Je dis que c'est de la poésie parce que c'est un travail sur la langue et donc j'ai l'impression d'inventer des formes d'écriture comme ça qui sont pas nécessairement. C'est pas de la poésie au sens classique sans doute, mais c'est comme c'est pas non plus du roman nécessairement, etc. Je dis que c'est de la poésie, voilà. Parfois c'est de la vraie poésie, mais bon, bref. Et donc je vais lire plutôt pas un extrait du livre là, mais plutôt parce que je sais pas très bien combien de temps on a, je sais jamais combien de temps je mets pour lire des choses. Donc du coup, pour être simple, je vais lire quelques épisodes d'un feuilleton que je suis en train d'écrire pour la SACD, la SCAM et la SACD, le site bella.be. Donc le titre du feuilleton c'est Feuilleton bio-hardcore. Voilà. Et le premier épisode s'appelle Décor, Please, Spectre. Tu as 10 ans, tu es en expédition en Suède avec ton père, ta mère, ta sœur, ton frère. Vous expérimentez la migration version ludique. Survie en forêt avec cependant des moyens techniques précis et légers. Une idée de tes parents, qui n'en loupent pas une, pour vous habiller la vie de trucs et astuces pour la rendre étonnante, profonde et sensible à tout moment. Vous circulez en vélo à travers les forêts de Suède, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Tout va bien, sauf qu'il commence à être temps de trouver un endroit de camp pour la nuit, car vous, les enfants, fatigués. Tu as 10 ans, cette expédition te botte, mais oui, tu fatigues sérieusement. Or, entre les buissons, les fougères, les plantes, tu remarques un endroit qui te plaît bien et même beaucoup. Un ensemble disparate de bâtiments en bois, à l'abandon, rongés par la végétation et dispersés sur des collines autour de ce qui semble avoir été un terrain de foot sablonneux. Et les gars, dis-tu à ta famille, on dormirait pas là-bas? Regardez, c'est grand, il y a plein de places et même une plaine de jeux trop cool. Allez, please, venez, on y va, on s'installe là, c'est grand. C'est comme dans un film, on se croirait dans un décor de cinéma abandonné, déclare ton père. Il se prend une gorgée d'aquavit et va explorer les environs. Il s'agit en réalité d'un lieu pour colonies de vacances dans les bois, mais qui semble effectivement abandonné. C'est un décor. Non, ce n'est pas un décor, mais on dirait un décor, empaqueté sous une voûte de feuilles d'arbres, d'où manque de lumière directe, ce qui donne au tout un côté éteint, inquiétant. Il y a là des chambres dans des pavillons, des chambrettes toutes mignonnettes, mais c'est si étrange, car pas un humain à des kilomètres à la ronde, vous dites-vous. C'est fantomatique, le spectre des humains rôde ici, et c'est ça qui est cool. L'absence-présence de l'humain. Ça nous plaît et nous fait flipper à la fois, c'est louche. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a personne ici? Toute la famille triple là-dessus.
toute la famille à sa manière. La mère se voit disparaître pour expérimenter ce que ça fera sur la psychologie des personnages de sa famille. Enfant, mari. Les enfants pensent immédiatement et inévitablement à Hansel et Gretel et d'ailleurs ramassent déjà des cailloux en prévision d'eux. Surtout qu'il y a là un chemin en gravier blanc tout à fait adéquat pour se remplir les poches. Les graviers mènent au lac en contrebas. Hop, tout le monde à poil plonge dans l'eau rouge. Oui, car l'eau du lac est inexplicablement rouge. Probablement suite à un certain type de roche, suppute ta mère. Ça ressemble quand même vachement à un décor de film d'horreur, objecte ton père. Paf, fin de premier épisode. Deuxième épisode, planète, salto, colline. Il y a à chaque fois des indices sur ce qui va se passer dans le titre. Tu as 31 ans, tu es poète, mais poète expérimental, dans la mesure où tu réfléchis en actes aux impacts sur le réel du travail de la langue. Avec ta femme activiste, vous avez publié en toutes sortes de langues, simultanément et un peu partout dans le monde, grâce à une série d'éditeurs convaincus, un opuscule titré « En avant pour la révolution bio-hardcore ». Manuel pratique pour, au niveau macropolitique, sauver la planète en transformant toutes ces forêts et terrains vagues en États indépendants non anthropocentrés, et au niveau micropolitique, faire tendre la vie humaine vers son noyau hardcore dur, animal, organique, matériel, nucléaire. Manuel complet, mégalo, entraînant, hypnotique, efficace et drôle. Normal que ces livres connaissent le succès auprès de la jeunesse humaine du monde entier. Avec vos enfants, vous parcourez les forêts suédoises en vélo pour changer les idées et en chercher d'autres. Vous plantez vos tentes pour la nuit sur le terrain de foot rongé par la végétation d'un centre aéré abandonné perdu dans les bois. Vous passez la nuit là et le lendemain, ta femme dit « Baby, je vais faire les courses dans la ville qui est un peu plus loin. Tu t'occupes des enfants ? Vas-y, no stress, fais péter la thune, amuse-toi bien et n'hésite surtout pas à nous ramener plein de trucs marrants. » Elle enfourche son vélo tandis que tu t'installes avec les enfants au bord du lac à eau inexplicablement rouge qui troue le paysage, là, plus loin. Les enfants jouent, les enfants en barbotte, font des saltos arrière depuis le ponton ou creusent des trous. Tout va bien, il fait beau, il fait chaud. Tu t'es fait un café, avec pour conséquence cette évidence, il faut que tu ailles faire caca. Et les enfants, je vais faire caca, vous restez ici, ne vous noyez pas, hein. Et tu y vas, tu prends ton cahier, ton fidèle cahier d'écrivain qui t'accompagne partout. Tu explores les bords du lac en vitesse et hop, remarque là, un sauna, comme les Scandinaves adorent en fabriquer au bord de leur lac, avec, en annexe, comme par miracle, des toilettes sèches. Tu pousses la porte, l'ambiance est désuète, papier peint estonien au mur et vinyle russe par terre, quelques mouches, quelques toiles d'araignée et un trône surplombant une impressionnante colline des troncs. Tu t'installes, instant magique où tout bascule. Et tout bascule en effet puisque tu es happé par la magie de l'endroit. Tu es happé par la magie de l'endroit, inspiré, soudain lourdement inspiré, tu saisis ton cahier et te lances dans un texte de malade, un texte vraiment dingue et qui du coup prend des plombes à s'écrire. Tu écris, tu quittes l'espace-temps et ses problématiques spécifiques, tu te déconnectes, tu es dans un trip, le grand trip de l'écrivain au travail. Or, tout en l'écrivant, tu te dis que les enfants vont finir par s'inquiéter de ton absence, mais problème, tu es auto-hypnotisé par ton histoire, tu n'arrives pas à décoller de là. Plusieurs dizaines de pages, plusieurs heures de trans-écriture plus tard, tu sors, enfin, vide, plein et content. Or, effectivement, les enfants ont disparu. Paf, fin d'épisode. J'imagine que c'est fini là. Encore un épisode. Allez. Crise, bûche, acabit. Je ne sais pas si vous avez une idée de la suite. Tu as 11 ans, tu es grec. Ton père s'est suicidé de désespoir suite à la crise. Ta mère décide de t'abandonner en rue avec ta sœur dans l'espoir que l'un ou l'autre riche, pas trop pervers, vous offre un avenir meilleur, puis part se prostituer. Vous êtes à la rue, c'est l'angoisse. Dès la première nuit, vous vous faites violer. Et les humains, allez vous faire foutre avec vos problèmes à la con, vos guerres, vos crises, votre libido. Nous, on dégage, on vous emmerde. Nos amis, notre famille, maintenant, ce sont les plantes, les animaux, les trous dans la roche, les flaques, les cours d'eau. Allez tous vous faire foutre, pensez-vous, et quittez Athènes en direction du nord. En chemin, vous volez dans les champs, les jardins, les poulaillers, les poubelles. Un jour, tu assommes à coups de bûche par derrière un gardien de supermarché s'acharnant sur des gamins syriens orphelins, réfugiés, venus fouiller les invendus.
Vous sympathisez et volez son smartphone au type dans les pommes. Pratique pour aller sur Internet, choper plein d'infos sur comment survivre sans argent. Pratique pour vous mettre en contact avec d'autres jeunes du même acabit. Pratique pour finalement tomber par hasard sur l'existence du livre En avant pour la révolution bio-hardcore. Livre qu'il vous semble indispensable d'aller voler quelque part. Et voilà, vous êtes maintenant une bonne petite bande bien soudée, bien invisible, bien à distance du monde des humains, ce monde humain, beaucoup trop nul, insipide et chiant pour vous. Vous faites bande avec quelques chiens sauvages d'une intelligence rayonnante et n'hésitez pas à embrigader ensemble d'autres jeunes dans l'équipe qui s'enflent en toute discrétion tandis qu'elle remonte vers le nord. Vous remontez vers le nord et lisez En avant pour la révolution bio-hardcore. Vous interprétez le bouquin à votre sauce et trouvez marrant de faire exploser de nuit les supermarchés et centres commerciaux que votre route croise pour en faire, pourquoi pas, des terrains vagues parmi les ruines desquels vivre, en se nourrissant notamment des orties qui ne manqueront pas d'y pousser. Lorsque vous pénétrez la Suède, vous êtes tout un peuple incroyablement discret, incroyablement hardcore et d'une sauvagerie incroyablement convaincue. Et les amis, regardez quelle classe à ce lac rouge. Allons nager, boire et nous laver là, ça va dépoter. Les chiens prospectent les lieux et sont convaincus. D'autant plus convaincus qu'ils se lient immédiatement d'amitié avec 3 enfants bien à fond, s'appliquant à faire des saltos arrière depuis un ponton donnant sur le lac ou à goûter les fourmis et les lombrics du coin. Vous faites connaissance, vous sympathisez, vous passez ensemble plusieurs heures de bon temps, hors problème, impossible de les embrigader. Ils vous expliquent que leurs parents aussi sont bio-hardcore et tout, qu'ils ne voient pas trop pourquoi ils les abandonneraient soudainement. Putain, on les prend de force alors, crient les ex-enfants soldats d'entre vous, car oui, vous comptez dans vos rangs bio-hardcore des ex-enfants soldats bien barrés, bien flippés à l'idée que le monde adulte ait connaissance de votre existence. Alors voilà, solution de compromis. Vous les en venez de force, mais, leur dites-vous, c'est pour faire une blague à vos parents. Voilà. Merci. Voilà, moi je vais lire le texte qui se trouve dans l'anthologie et puis un deuxième texte après. Ça s'intitule « Récitatif contre la peur ». 2 mots que pour la peur à nouveau, qui éclate en bulles de gorge. En boucle, une phrase enregistrée dans la mémoire du téléphone. Les ginkgo biloba sont des fossiles vivants ayant survécu des millions d'années et plus récemment à la bombe d'Hiroshima. La veille, Claude Edmond Magny avait lu à Jorge Semprún une longue lettre sur le pouvoir d'écrire. C'était le 5 août, c'était à Paris, rue Schœlcher. Il faisait peut-être chaud. Ils avaient bu du café très fort à 6 heures du matin. Semprún était rentré de Buchenwald en mai. Et les ginkgos ignoraient tout de l'histoire humaine. À 9 heures du monde, je touche à chaque instant dans le grand pluie de bleu de l'été, mais c'est sans le savoir. Je me sens femme, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est un peu bête et doux et plein. Je mets du rouge groseille à mes pieds, un bracelet à mon poignet et j'entame un récitatif contre la peur et ses contaminations. Les ginkgo biloba sont des fossiles vivants ayant survécu. Dans l'encyclopédie, on lit qu'ils sont apparus 40 millions d'années avant les dinosaures. Je crois toucher à quelques instants de quelques minutes à 9 heures du monde. C'est dérisoire délicieusement et heureux tout à la fois. Quelque chose de la craie dans le cri des pies le matin. Son nom ou peut-être sa friabilité. Ou alors juste une nouvelle habitation de la peur. Récitatif pour s'en extraire. Les ginkgo biloba sont des fossiles vivants ayant survécu des millions d'années et plus récemment à la bombe d'Hiroshima. La veille, Claude Edmond Magny lisait à Semprún une longue lettre sur « Et là, un mot manque, échappe, le récitatif se grippe, s'enquiste, s'enraye, se ramène la peur. C'était en août à Paris, un matin, il faisait peut-être chaud. Semprún rentrait de Buchenwald, les ginkgos sont apparus il y a 270 millions d'années. Je suis une femme qui a peur. Les ginkgo biloba sont des fossiles vivants ayant survécu. Je suis une femme qui a peur de ne pouvoir offrir des millions d'années. Et plus récemment, je suis une femme qui a peur de ne pouvoir offrir ces dernières eaux de fontaine à Hiroshima, la veille. Une longue lettre à Semprún qui rentrait de Buchenwald. Je suis une femme qui a peur de ne pouvoir offrir ces dernières eaux de fontaine avant l'ère de pierre sèche. Depuis 270 millions d'années, je suis une femme qui a peur de pourrir dans ces eaux usées à 6 heures du matin, rue Schœlcher à Paris.
Un deuxième qui est d'une actualité brûlante, ça n'est pas voulu du tout. C'est un texte que j'ai écrit en 2013 lors des événements. Ça parle d'une femme qui a été jugée à Liège ce matin, dont le procès s'est terminé ce matin, qui a tué ses 2 enfants handicapés, qui est Rita Anquinet. Voilà, je ne savais pas que les choses allaient se croiser comme ça. En tout cas, je lui dédie ce texte. J'écris d'un matin parce que c'est toujours de là que ça part, de cette accroche-là. Mais peut-être qu'écrire d'un matin serait déjà refermer le piège. Alors parlez, attachez bout à bout les phrases qui se présentent à l'esprit. Ne pas attendre même qu'elles se présentent à l'esprit. Être dans le flux de phrases, dans le déroulant des phrases du monde, où vont se mêler, se confondre les miennes pour y disparaître. Ne pas s'arrêter, comme si l'on craignait l'interruption, la séparation des phrases, parce que dans cette séparation coulerait une eau froide et noire. Une eau noire comme l'eau azur de Sirmione, soudain transpercée par l'eau sombre et glacée où nageaient toutes les terreurs de l'enfance. Et après, on revenait sur la plage, on mangeait des pêches blanches très sucrées dans l'odeur du romarin, et la terre était à nouveau chaude. Parler de cette femme hier aux infos, cette femme de 54 ans que je serai bientôt, qui a tué ses 2 enfants de 24 et 26, ou de 22 et 24, ou 22 et 26, cela n'a pas d'importance. Ces 2 enfants handicapés, tués lourdement, une femme qui n'en pouvait plus, une mère aimante dans un joli quartier résidentiel. Et qu'est-ce qui me sépare d'elle? Ce n'est pas l'âge, ni le joli quartier résidentiel. Qu'est-ce qui peut faire écran à l'eau noire? Ce matin, au réveil, revient une autre phrase dans le déroulant qui mène le monde en boucle, et pas dans ce grand courant, ce long fleuve impassible qu'avait dit celui de Charleville. Toujours est-il que revient cette autre phrase d'un père qui témoigne de son expérience de père d'un enfant lourdement handicapé mais pas tué. Et le père dit « Je peux comprendre, oui, je peux comprendre, mais je n'approuve pas, je ne peux pas approuver. » Et qui pourrait approuver? Qui pourrait approuver? On se dit que c'est du bien-pensant qui parle dans le déroulant du monde en boucle. Qui pourrait approuver? Fallait-il le dire? Fallait-il dresser la frontière, la séparation avec cette mère aimante dans son joli quartier résidentiel? Fallait-il faire passer l'eau noire en boucle entre elle et nous? Après, je continue à parler. Je reviens bien pensante, moi aussi, dans le déroulement du monde en boucle, et là, le parler se trompe, fait un lapsus, m'expédie sur un autre aiguillage. C'est maintenant le déroulant du monde en bouche pleine et bien pensante. Alors je parle de ce qui nous endort émerveille tous, ce printemps tant attendu, ces jeunes pousses tendres. Je parle et m'endors émerveille de la douceur retrouvée. Je parle et m'endors émerveille de moi-même, d'avoir survécu à cet hiver, fait longue cure de ginseng rouge et acheté de si jolies choses sur Zalando. Je me parle, m'endors émerveille d'avoir tout ignoré de l'eau noire. Je parle, m'endors émerveille en boucle d'être moi aussi une mère aimante dans un joli quartier résidentiel, déroulant toutes ces phrases du monde en bouche pleine, cave et bien pensante. Merci. J'ai écrit aussi un poème qui est un peu amusant. J'ai écrit ce recueil entre le temps que la Belgique n'avait pas un gouvernement. Donc je pense que c'était en 2011. Et vous savez que le début, c'était des négociations entre Bart de Wever et Eliud de Ruppel. Ça, c'était le début, et ils avaient fait un herenakkoord. Et la traduction de herenakkoord, c'est quoi? Enfin, ça n'existe pas en français. Donc, Jan Mishkin a traduit herenakkoord avec un mot anglais. Et c'est gentleman's agreement. Je vais lire ça en français et en néerlandais. Et j'ai utilisé un peu les mots de politiciens. Donc, des mots et des phrases. Enfin, vous allez entendre ça. Donc, gentleman's agreement. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Je te dirai d'abord ce que je ne veux pas.
Nous avons des ailes géantes et reposons sur un tapis de feuilles d'or. Mais nous ne nous en trouvons pas mieux. Pour éviter tout malentendu, je suis de ton côté. Arrête de te déshabiller. Il n'y a rien à tirer d'un pays vieux et fatigué. Je te récompenserai largement, plus large que l'accomplissement. Nos lèvres ont leur raison, notre poignée de main est chaleureuse et calme. Nous sommes assis à une table dressée démesurément longue. L'air que nous chantons est nécessaire et insignifiant. Ceci est un début. Tu verras que j'ai raison à un moment donné. La poussière s'envole, retombe aussi. Ne vous en laissez pas compter. Ceci est la dernière ligne droite. En néerlandais, ça fait comme ça. Herenakkoord. Zet u. Maak het u gemakkelijk. Ik zal je eerst zeggen wat ik niet wil. We hebben reuzen, vleugels en rusten op een tapijt van gouden bladeren. Maar we worden er niet beter van. Voor alle duidelijkheid, ik sta in jouw kamp. Hou op met je uit te kleden. Er valt geen land te bezeilen dat oud en moe is. Ik zal je groots belonen. Groter dan vervulling. Onze lippen hebben zo hun beweegredenen. Onze handdruk is warm en kalm. We zitten aan een gedekte tafel, onmetelijk lang. Het lied dat we zingen is nodig en nietszeggend. Dit is een begin. Je zal zien dat ik gelijk heb, op een keer. Het stof dat opwaait gaat ook weer liggen. Laat u niets wijsmaken. Dit is de laatste rechte lijn. Parce que nous sommes ici dans... C'est le centre Saint-Michel ou c'est... Voilà, oui. Vous savez, à Venise, il y a une petite île qui s'appelle île Saint-Michel. Isola di San Michele, et c'est un cimetière. C'est le cimetière de Venise. Et là, enfin, il y a beaucoup des Vénitiens, mais aussi des artistes connus comme Joseph Brodsky, le poète russe très connu. Il y a enfin, tant de poètes, mais aussi Ezra Pound est enterré là. Ezra Pound, un grand poète, mais un peu, oui, à la fin de sa vie, il a même été pris dans le prison parce qu'il y avait un documentaire radiophonique. Et dans cet documentaire radiophonique, il a un peu fait la promotion de Mussolini. Et donc, après la guerre, ils ont pris un très très vieux poète dans la prison. Et enfin, à un moment donné, même T.S. Eliot a commencé une action pour le libérer parce que c'était enfin, à cause des choses, bien à cause des choses, c'est la littérature et tout ça, mais donc Ezra Pound, à la fin de sa vie, était très frustré, et très, oui, un vieux poète expérimental quand même, hein, il est un des vrais poètes expérimentaux, enfin, je ne veux rien dire, hein, Antoine, mais dans ce poème-ci, je suis là, arrivé. Dans ce poème-ci, qui s'appelle Isola di San Michele, je laisse parler le vieux poète mort de son tombeau. Voilà, c'est ça. Ah, d'abord en français. Attends. Isola di San Michele. Ça sera comme ça. Je regarderai ton petit chien et toi. Tu me regarderas. Je n'aurais pas vraiment guetté ta venue. Je ne reconnais plus ta voix, mais sois la saluer et va à mes flûtes. Dans ce dernier refuge, fais une couronne de laurier et chante. Là se trouve mon nom, sous la tombe du poète inconnu. Ma veste est trouée.
Je tourne la tête comme un danseur, longuement absorbé par le sol. Mon côté droit est chauffé par le soleil. Mais je suppose que tu ne peux rien sauver de l'incendie. Cependant, mange mes pensées sur cette île. Il y a Dieu et il y a moi. Une livre de plumes, aussi vrai qu'une livre de plomb. Fais attention à ce que je dis sans moi. Tu ne t'en tireras pas. Oui, dégage. Isola di San Michele. Zo zal het zijn. Ik kijk naar je hondje en jij kijkt naar mij. Ik heb niet erg naar je komst uitgekeken. Ik herken je stem niet meer, maar wees gegroet en dans naar mijn pijpen. Op deze laatste schuilplaats maak een krans van laurier en zing, daar staat mijn naam op het graf van de onbekende dichter. Mijn vest heeft gaten. Ik wend het hoofd als een danser lang opgezogen door de grond. Mijn rechterkant is warm van de zon, maar ik veronderstel dat jij niets uit de brand kan slepen. Doch eet mijn gedachten hier op dit eiland. Er is God en er is ik. Een pond veren, net zo waar als een pond lood. Let op mijn woorden, zonder mij zal je het hier niet redden. Jazeker, verdwijn. J'ai aussi écrit quelques poèmes avec une collaboration avec des autres poètes, mais francophones. Par exemple, Vincent Tolomé. Et je ferai ça comme ça. Donc, j'écris une moitié d'un poème. C'est un peu flou, oui. Où est la moitié? Mais pour ce recueil, c'est très facile parce que tous les poèmes avaient la même forme. Donc quand j'étais dans la moitié, j'ai envoyé ce texte à un autre poète. Dans ce cas, c'était Vincent Tolomé. Et ce poème-ci s'appelle, et c'est amusant, Montagne de Buren, qui est l'escalier, ici tout près, l'escalier militaire, mais pour moi c'est un endroit très particulier et j'aime bien cette atmosphère d'un escalier si long. Alors, Montagne de Buren. Je ferai ça comme ça. Alors, je suis dans la moitié et le texte de Vincent commence. Hein. Ça va? En néerlandais d'abord. Ja, ik kom. De geluiden in de verte stellen me gerust. Mijn lichaam ontspant zich. Bij elke voet op de grond hoor ik de stenen beven. Ik hou een oog op de trede. Een oog op de trede. En een oog op de trede. Ik daal af. Kijk niet naar beneden. Ik ben niet alleen, ik alleen ben niet. Ik zie helder nu. Ik zie en stroom over. En stroom van alle kanten. Overstroom, stroom over. Van ik nu niet alleen en kruis nu de geluiden, de ja's. Stap voor stap uit de verte naderbij gekomen. Onderaan de bevende velden, die de bodem bestijgen tot ik, niet alleen gekomen, tot versmeltens toe. Ik, ja, bewaar de nodige afstand, ontwijk met zorg de bottines, die de lippen schaven. En français, ça va comme ça. Et vous savez, Vincent Tolomé, c'est aussi un poète expérimental, hein, donc c'est vrai. C'est vrai. Montagne de Buren. Oui, je viens. Les bruits au loin me rassurent. Mon corps se détend. À chaque pied sur le sol, j'entends trembler les pierres. Je garde un œil sur les marches. Un œil sur les marches. Et un œil sur les marches. Je descends, ne regarde pas en bas. Je suis seul. Pas seul je suis,
Je vois clair maintenant. Je vois et déborde. Et déborde. De toutes parts, déborde, déborde, de je, maintenant pas seul, croisant maintenant les bruits, les lui venus pas à pas des lointains, tout en bas, les prés tremblants, les prés tremblants. Montons les sols, jusqu'à je venu, pas seul, jusqu'à m'y fondre presque. Je oui, garde ce qu'il faut de distance, évite avec soin les bottines qui écorchent les lèvres. Et pour terminer, peut-être... Oui, voilà, un poème d'amour, peut-être. Après ce... Oui, poésie un peu... Juste un poème d'amour qui s'appelle Oracle, qui aussi est dans le recueil Belgium Bordelio. Oracle. Il n'est plus de retour en arrière, maintenant, que ton corps s'ouvre à moi, comme la terre noire, tes mains bougent comme une jeune fleur, cernant ma forme de traits doux et rapides. Tes cheveux ont l'odeur d'une nuit limpide. Nous allons d'un jardin dans l'autre, nous nous saluons, en d'autres termes, il n'est plus de retour en arrière. Crois-moi, tes bras branches, dénudés, qui ne se contentent pas de nos menus devinettes de papier. Et toi, tu t'occupes de quoi? Dis-moi, nous sauverons-nous de ce labyrinthe de feuillages et de bourgeons? Le soleil est haut dans le ciel, nous mangeons des œufs de canard. Ce qui doit se passer se blottit contre nous. Il n'est plus de retour en arrière. Tu m'ouvres, comme tu le fais, des livres et me casses le dos. Orakel. Is geen weg meer terug, nu je lichaam zich voor me opent zoals de zwarte aarde. Je handen bewegen als een jonge bloem, mijn vorm omlijnend met zachte, snelle trekken. Je haar ruikt naar een doorzichtige nacht. We lopen door verschillende tuinen, begroeten elkaar met andere woorden. Er is geen weg meer terug. Neem dat van me aan. Je arme ontblote takken, die geen vrede nemen met onze kleine raadsels van papier. Waarmee ben jij wel bezig? Vertel me, zullen we het redden uit dit labyrint van loof en knoppen? De zon staat hoog. We eten eenden-eieren. Wat er te gebeuren staat, vlijt zich tegen ons aan. Er is geen weg meer terug. Je slaat me open zoals je met boeken doet en breekt mijn rug. Merci bien aussi pour cette invitation.